Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite toujours dans l'art à la une avec l'interview de ce rendez-vous où nous recevrons Mathieu Poirier, commissaire d'exposition, qui nous expliquera comment faire vivre une collection d'entreprises avec notamment l'exemple de cette collection qu'il a accompagnée qui appartient à la Société Générale. Et puis dans Enjeux Patrimoine, dans la dernière partie de cette émission, nous reviendrons sur un sujet radicalement différent. Nous reviendrons sur The Merge, le rendez-vous ou en tout cas l'événement de cette rentrée crypto. Nous nous demanderons une semaine après si The Merge tient ses promesses. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Stashchenko, directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié au monde de l'art et aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, comme tous les vendredis. Et on va regarder ensemble les actualités du monde de l'art cette semaine. Et on commence avec une histoire de port franc, la vente du port franc de Singapour. Exactement, c'est le marchand d'art suisse Yves Bouvier qui a vendu le port franc dont il est le propriétaire, le port franc de Singapour. Il l'a vendu auprès d'un homme d'affaires chinois qui a fait fortune dans la crypto qui s'appelle Jihan Wu, homme d'affaires de 36 ans. Et selon les informations de The Art Newspaper, la vente atteint un montant de 28,4 millions de dollars. Alors depuis de nombreuses années, Yves Bouvier possède des participations ou est le fondateur de plusieurs ports francs. Cependant, les infrastructures ne sont pas vraiment en bonne santé économique. Celui du Luxembourg, par exemple, qui a ouvert ses portes en 2014, est très largement endetté selon les informations de la presse luxembourgeoise. Et puis pour celui de Singapour, The Art Newspaper ajoute que la vente du port franc marque une perte importante pour Yves Bouvier car sa construction initiale de cette installation ultra moderne est estimée à 70 millions de dollars. Et donc maintenant, il reste à savoir quand même ce que va faire l'homme d'affaires chinois, ce mania de la crypto avec les ports francs, avec ce patrimoine immatériel. Oui, parce que je ne sais pas s'il y a besoin de ports francs pour des NFT par exemple. Voilà, mais on se posera la question. On se posera la question sur le plateau. Mais d'ailleurs, Sybille, un port franc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quelles sont ses spécificités ? Alors un port franc, c'est une zone à l'intérieur de laquelle les marchandises transitent sans être soumises aux droits de douane, aux TVA d'importation ou encore des paiements de caution. Et donc au sein de ces entrepôts, les marchandises peuvent être manipulées, stockées, restaurées et tout cela s'effectue en suspension de TVA. Alors une œuvre d'art peut par exemple changer de propriétaire au sein de cet entrepôt et c'est seulement l'acquéreur final qui paiera les taxes dues en fonction du pays de destination. Donc tout ça au départ c'est pour faciliter les manipulations de marchandises, la gestion administrative dans un but de réexpédition. Bien sûr, le plus connu, c'est le port franc de Genève, détenu à 86% par le canton suisse. Et puis, ce port franc dispose de 150 000 m² et une estimation d'environ 1 million d'œuvres d'art y sont stockées. On revient sur les foires ou l'actualité des galeries. Sybille, Art Basel Miami Beach fête ses 20 ans, Sybille. Oui, et pour célébrer cet événement, la foire accueillera le plus grand nombre de galeries jamais accueillies par la foire. On parle de 283 galeries qui exposeront leurs œuvres. 26 nouveaux exposants qui participeront pour la première fois à Art Basel Miami Beach. La majorité de ces galeries proviennent d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud. Et cette foire ouvrira ses portes début décembre, entre le 1er et le 3 décembre. Elle sera toujours séparée de différents secteurs. Le secteur des galeries, un secteur pour les solo shows, le secteur Nova dédié aux œuvres les plus récentes. Et en parallèle de la foire, il y aura des collections privées qui seront aussi ouvertes au public. Et alors on reste sur les thématiques des galeries, et aux États-Unis d'ailleurs toujours, puisque l'Armory Show vient de se terminer, Sybille.
Alors on parle déjà de la foire de décembre, mais effectivement, l'Armory Show vient tout juste de clôturer ses portes. Pour l'instant, on remarque que l'inflation et les actualités économiques ne semblent pas freiner les transactions. Cette année, la foire déjà a accueilli plus 90 exposants en plus que l'année dernière. Et puis, plusieurs acquisitions ont été faites. Le Centre Georges Pompidou a acquis une installation 3D de Wim Wenders qui s'appelle Presents the Art of Claudine Drey auprès de la galerie d'Arte Maggiore. À la fin de l'avant-première, le premier jour a été aussi vendu une sculpture de Ken Price pour $150,000. Une sculpture de Uma Baba a été vendue à $350,000 chez David Swirner. Un certain nombre de peintures de Von Spen ont aussi été vendues chez Almin Reich. Enfin, il y a une pièce d'Omar Ba qui a été vendue à la galerie Templon pour $200,000 et une série d'œuvres de Guillaume Bresson allant de 130 à 180 000 $ ont été vendus dans la galerie Nathalie Obadia. Et alors justement, dans l'actualité des galeries, Almin Reich, vous nous en avez parlé tout à l'heure, toujours aux États-Unis, a annoncé qu'elle ouvrait un second espace à New York. Oui, la galerie disposera dès 2023 d'un nouvel espace de 900 mètres carrés situé dans un bâtiment du quartier de Tribeca. La galeriste française a déjà ouvert plusieurs espaces, donc Paris, Bruxelles, Londres, Upper East Side déjà à New York, mais là, elle se rapproche dans le quartier de Tribeca de certains grands noms comme Pace, David Swirner et Andrew Krebs. Merci Sybille pour les actualités du monde de l'art cette semaine. Nous avons le plaisir de recevoir ensemble dans l'interview de l'art à la une Mathieu Poirier, commissaire d'exposition. Bonjour Mathieu Poirier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va essayer de comprendre ensemble comment faire vivre une collection d'entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il y a une actualité en ce moment. Il y a une actualité, j'avais envie de faire un petit peu de teasing pour les gens qui nous écoutent, puisqu'on peut découvrir une collection d'une manière un peu différente de ce qu'on pourrait voir quand on va dans les musées. On peut aujourd'hui aller découvrir une collection à la Défense, celle de la Société Générale. Si je ne dis pas de bêtises, on peut les visiter jusqu'à quoi ? Janvier 2023 ? Oui, c'est ça, effectivement, fin janvier. Fin janvier 2023. Et vous avez accompagné la Société Générale dans la mise en avant d'une collection qu'ils ont créée avec le temps. Et ce qui nous intéressait aujourd'hui dans cette émission, c'est de comprendre comment est-ce qu'on pouvait valoriser et même peut-être faire vivre, en tout cas en la montrant au public, une collection d'entreprises. Alors comment ça s'est passé ? Le fait qu'on vienne vous chercher, vous, pour valoriser la collection de la Société Générale qu'on peut aujourd'hui visiter à la Défense. Alors écoutez, on est venu me chercher parce que justement j'étais spécialiste d'un domaine particulier qui est celui de l'art abstrait, de l'abstraction. C'est un sujet sur lequel j'ai fait ma thèse de doctorat à la Sorbonne, j'ai enseigné là-bas. Ça a toujours été un sujet récurrent chez moi et de fait une spécialité académique. Et donc j'ai fait plusieurs expositions sur le sujet. Des expositions thématiques, aussi des expositions monographiques sur les grands représentants de cette tendance. Bien sûr. Par exemple, la plus saillante est celle que j'ai pu faire en co-commissariat en 2013 qui s'appelait Dynamo au Grand Palais sur la lumière et le mouvement, mais qui était une exposition purement abstraite d'une certaine façon. Il n'y avait pas d'art figuratif, d'art narratif, de représentation, on va dire, mimétique. On était déjà dans un sujet parallèle. Donc, quelque part, quand la Société Générale vient me chercher, en tout cas Aurélie de Plus, la directrice de la collection d'art, vient me chercher, ils savent grosso modo que vous connaissez le sujet. Voilà, que c'est peut-être, il y a de fortes chances que je les emmène sur ce sujet-là. D'accord. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait, mais justement parce qu'il y avait de bonnes raisons de le faire. Mais je pourrais m'en expliquer. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails justement sur cette collection ? Est-ce qu'ils se sont spécialisés justement dans l'art contemporain ou est-ce qu'il y a un fil conducteur entre toutes les œuvres ? Parce que je crois que j'ai lu, il y en a 650 au moins œuvres. Alors en réalité, il y a près de 1500 œuvres, 1600, parce que c'est difficile de dissocier une édition d'une œuvre unique. Voilà, donc c'est, mais dans l'ensemble, le corpus est assez conséquent. Et justement, mon idée, c'était non pas de faire une exposition d'art abstrait que l'on trouve en grande quantité finalement dans ces collections, pour la simple et bonne raison qu'au XXe siècle, comme cette œuvre d'Anne Neuenkamp que l'on voit à l'écran, c'est une modalité essentielle finalement de l'expression artistique. C'est un langage qui est aussi particulier au XXe et au XXIe siècle, qui n'existait pas avant cela. Il y a eu quelques annonces à droite à gauche, on pense aux atmosphères extrêmement
brumeuse de Turner, par exemple. Mais au fond, on n'est pas encore dans l'idée de l'art abstrait comme quelque chose de conceptualisé, de théorique, de précis, avec des gens comme je sais pas, Rodchenko, Malevich, Mondrian et autres qui vont poser les rudiments en fait, de ce langage qui va se développer tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours pour devenir un mode d'expression qui n'est plus questionnable au fond. Hein. On est dans une logique, comment dire, évidente aujourd'hui. Plus personne ne questionne la validité d'un Rothko ou aujourd'hui d'une installation de la Foreliason. Oui. Mais comment vous avez travaillé avec l'entreprise vous avez toutes ces œuvres d'art devant vous. Comment vous faites pour sélectionner certaines œuvres pour qu'elles soient mises en avant auprès d'un public qui est quand même pas forcément initié à toutes ces œuvres d'art? Bien sûr. Alors le public, il est tous azimuts. Hein. C'est pas forcément le public uniquement de la Société Générale, sachant que l'exposition est accessible à qui le souhaite. Il suffit juste de remplir une ligne sur la page web. Donc c'est vraiment pour tous les publics. Mais effectivement, l'idée c'était d'avoir un angle assez pédagogique, didactique, rappeler au fond ce qu'est cette histoire, qui n'est pas forcément une évidence pour tout le monde, et montrer aussi comment dans la collection, en partant quelque part de Zaouki que l'on voit à l'écran, ou jusqu'à Philippe de Crozat, qui est notamment nominé pour le prix Marcel Duchamp à venir, on montrait finalement la variété, la diversité des axes privilégiés par ce courant, la complexité des questionnements en fait qui ont été soulevés par tous ces artistes. Ça, c'était au fond, c'est ce qui a dirigé mes choix, c'est-à-dire montrer cette diversité, non pas faire une exposition sur un des sous-courants de l'abstraction. Je voulais d'une certaine manière montrer aussi bien ce qu'on a appelé l'abstraction lyrique avec un Zaouki ou un Pierre Soulages, que montrer le cinétisme d'un Antonio Assis, ou aussi bien les productions plus contemporaines d'artistes comme Giorgio Griffa, qui va commencer dans les années 70, ou alors encore plus récent, Anne Neukamp que nous avons vu, et plus jeune que moi encore. Donc on a vraiment un panel très vaste. Une question, Mathieu Poirier, quand on travaille avec une entreprise, c'est pas forcément la même chose que de travailler avec un musée, ça se voit dans le fonctionnement ? En réalité, pas trop. On a finalement une collection qui est là, qui est fait exceptionnel, incroyablement bien catalogué, traité, conservé, un petit peu comme on l'a dans certains musées. Effectivement, certaines pièces que j'ai été un peu débusquées au fond des collections n'avaient pas été montrées parfois depuis quelques décennies. Il leur fallait un petit coup de restauration, mais comme dans n'importe quel musée, au fond, hein, les œuvres d'art sont des objets tout est géré vivants. Comme dans un musée, c'est vraiment géré de manière parallèle à la Société Générale. C'est dans la Société Générale, vraiment, c'est une section de la Société Générale, mais qui a cette immense qualité d'avoir poursuivi cette collection de façon très intense, avec un nombre d'œuvres conséquent, et surtout une gestion extrêmement solide, et surtout aucune œuvre n'a jamais été vendue de la collection d'art de la Société Générale. On n'est pas du tout dans... même si évidemment l'entreprise peut offrir ses services de conseil, la collection est aussi immuable, inaliénable. Elle n'est pas inaliénable. S'ils le veulent, ils peuvent les vendre, mais en réalité, ils ne l'ont jamais fait. Et je trouvais ça admirable de la part d'une collection privée, au fond, d'avoir des exigences qui étaient celles d'une collection publique, notamment dans les acquisitions qui passent par le biais de comités formés de scientifiques, de spécialistes. Vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur les acquisitions? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne pour la Société Générale? Est-ce qu'il y a vraiment un objectif de régulièrement s'approcher d'artistes, des récents artistes, pour toujours augmenter et avoir de nouvelles acquisitions et suivre l'histoire en fait de l'art? Alors, ce que j'en ai compris, parce que finalement, mon travail au sein de cette... Oui, vous êtes un peu extérieur, mais ce que j'en ai compris, c'est que c'est un travail de prospection constant. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a surpris quand on m'a approché pour réaliser ces commissariats, c'est qu'ils avaient acquis énormément d'œuvres que j'avais pu, moi, montrer précédemment dans des expositions. Ça m'a surpris, j'en ignorais, n'étant pas le galeriste ou l'artiste lui-même. À vrai dire, une fois que j'avais fait l'exposition, l'œuvre retournait chez son prêteur, et quelque part,
Bien sûr, oui, vous ne souciez pas de la suite de la vie de l'œuvre, voilà, bien sûr. Voilà, j'ai travaillé en tout avec près de 300 artistes aujourd'hui que j'ai exposés, sur lesquels j'ai écrit, donc je suivais pas tout. Et à ma grande surprise, je retrouvais telle ou telle œuvre qui avait été réalisée dans le cadre d'une collaboration intellectuelle avec tel ou tel artiste au sein des collections. Donc ça fait notamment partie des éléments qui, moi, m'ont motivé, au fond, pour accepter cette invitation. Oui. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a un suivi hyper précis de tout ce qui se fait dans le monde de l'art aujourd'hui. En fait, c'est ça. Je crois que c'est aussi lié au comité d'acquisition. Hein. Vous avez des gens extrêmement compétents qui vont, au fond, orchestrer tout cela et s'arranger pour refléter l'esprit du temps, aller chercher les artistes les plus pointus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme, c'est là que ça se recoupe avec mon propre travail. Il y a toujours une incidence, bien sûr, sur le marché. Quand on va vers des artistes dont la démarche est authentique, qu'elle est validée, qu'elle fait l'objet d'un consensus de la part d'un milieu professionnel, d'une certaine façon, il aura plus de chances de prospérer sur un plan institutionnel, muséal, historiographique, mais aussi évidemment marchand. Tout ça est lié. C'est un cercle vertueux. Oui, c'est un cercle vertueux, voilà. On finira sur ce cercle vertueux. Merci beaucoup, Mathieu Poirier, donc commissaire d'exposition, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, nous expliquer comment vous avez travaillé à la mise en valeur de cette collection Société Générale qu'on peut encore aller voir du coup à la Défense. Tout à fait. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un Enjeu Patrimoine où nous revenons sur l'événement crypto de cette rentrée, voire même de l'année pour un certain nombre de membres de la communauté crypto, The Merge, qui a fait passer la blockchain Ethereum d'un fonctionnement de Proof of Work à un fonctionnement de Proof of Stake, avec la promesse de réduire la consommation énergétique de la blockchain Ethereum de plus de 99%, ce qui devrait même d'ailleurs, selon le fondateur de cette blockchain, à savoir Vitalik Buterin, réduire la consommation mondiale d'électricité de 0,2%. Pour en parler et pour se demander ensemble si The Merge tient ses promesses, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Stashchenko. Bonjour Alexandre Stashchenko. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Vous êtes également cofondateur et membre du board de l'ADAN. Première question de but en blanc. The Merge, une semaine après, tient-elle ses promesses? Déjà, ça s'est bien passé? Oui, si on parle des promesses techniques, ça les tient. Après, ça a été testé, retesté, retesté une quinzaine de fois sur des réseaux de tests à droite à gauche. C'est reporté, on va dire, depuis maintenant 4-5 ans. Bien sûr. Donc, j'allais dire tant mieux que ce soit bien passé. Oui, mais il y avait quand même quelques plateformes qui avaient suspendu les transactions quelques heures le temps que ça se passe. C'est plus justement pour éviter qu'il se passe un problème, en tout cas d'essayer de créer des problèmes. C'est-à-dire que vraiment, si on veut créer des problèmes, on fait des transactions au moment où ça change. Ça sert à rien en tant que plateforme de prendre le risque de créer des problèmes alors qu'on peut juste suspendre pendant 1 heure et reprendre après. Mais d'un point de vue technique, ça s'est bien passé. Je pense que pré-merge, moi je disais encore peut-être en août ou en juillet, on ne sait jamais, ils vont peut-être encore nous le reporter, mais c'est parce que l'expérience me fait dire que les 5 dernières années, on a passé le temps à nous dire que c'était pour la fin d'année. Mais par contre, à partir du moment où on sentait que ça n'allait plus être reporté, 10 jours, 15 jours avant, il n'y avait pas de gros enjeux techniques. L'enjeu principal, il est économique, parce que l'innovation dans les cryptos, c'est une innovation économique, c'est pas une innovation technique. C'est comment on arrive à créer un contexte d'incitation financière, en l'occurrence, puisqu'il y a des jetons monétaires, qui permettent d'aligner en permanence dans un réseau les intérêts des parties prenantes pour faire en sorte que tout le monde travaille dans un même but, à savoir créer un registre de qui possède quoi. Oui, et parce qu'on rappelle quand même que le passage de Proof of Work à Proof of Stake, c'est que maintenant sur Ethereum, on a des validateurs agréés de transactions, c'est ça? Oui, en fait, on est passé d'une méthode de consensus, puisqu'on justement, on parle d'algorithme de consensus, puisque c'est ce que je viens de dire juste avant. L'objectif, c'est d'atteindre un consensus sur un état de fait. Oui. Normalement, ce consensus dans le système financier, c'est la banque qui le fait, enfin les banques en tout cas. Là, on essaie de se passer de la banque. Donc, une méthode qui avait été trouvée par Satoshi Nakamoto, c'est la preuve de travail. Donc, c'est de dire, les gens vont faire travailler des ordinateurs. Les maths étant universelles, le premier qui trouve une solution, il a la capacité de le prouver à tout le monde. Il est rémunéré pour ce faire. Et donc, on crée un système dans lequel tout le monde a intérêt
à gagner de l'argent en fait. Et Bien donc, sûr, ce faisant, il crée un réseau sécurisé. Ça, c'est quelque chose où, à l'époque, en 2009, quand ça a été lancé, ça représentait un saut dans le vide. On n'en avait aucune idée que ça allait fonctionner et que le système de théorie des jeux et d'incitation financière allait marcher. Il se trouve que ça a marché parfaitement pendant 13 ans. Là, on se retrouve dans la même situation qu'en 2009, sauf que les enjeux ne sont pas les mêmes parce qu'au départ, Bitcoin, ça valait 0. Donc, si ça ne marche pas, tant pis. Là, Ethereum, ça sécurise plus de 400 milliards de dollars. Donc, si ça ne marche pas, c'est pas juste tant pis. Bien sûr. Donc là, l'enjeu, c'est de passer à une méthode dans laquelle on supprime tout ce qui est calcul, ordinateur, etc. pour passer à une preuve d'enjeu. Donc, en gros, vous détenez des Ethers, minimum 32 en l'occurrence, qui fait 40 000, 50 000 euros au cours actuel, ce qui fait beaucoup. Et en fait, en les bloquant, vous avez une chance, aléatoire en tout cas, à proportion des Ethers que vous avez amenés, de remporter le prochain bloc et donc de gagner le droit de proposer une nouvelle page du registre, etc. etc. Donc et ce qui va permettre de certifier les transactions. C'est ce qui permet de les inscrire dans le registre en tout cas, parce que certifier, il y a un en fait, on ne certifie à aucun moment que la transaction a été faite pour acheter quelque chose X ou Y. Le mineur, c'est pas son sujet. C'est inscrit. Voilà, c'est que la transaction est intègre, respecte les règles du jeu technique. Et ça, effectivement, ça passe maintenant à une méthode qui nous consomme effectivement 99% de moins d'électricité. Par contre, le deuxième assertion de Vitalik Buterin, je suis complètement en désaccord avec. C'est pas parce qu'on réduit de 99% que forcément on va retrouver l'impact de 0,2% sur la consommation mondiale. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet rebond, notamment en écologie, c'est-à-dire que supposons que je vous fais économiser 200 euros d'énergie, si vous achetez un billet d'avion avec, j'ai pas réduit la consommation mondiale. Donc là c'est pareil, les gens qui avaient des machines de minage, ils vont pas les éteindre et les jeter à la poubelle. Ils ont créé leur propre blockchain Ethereum. Par exemple, où il y a Ethereum classique, ou alors ils vont les rediriger vers autre chose, ou si c'était des cartes graphiques, ils vont les faire tourner autre part. Donc non, on n'aura pas un impact brut de 0,2% sur la consommation d'électricité mondiale. Mais alors, il est où l'impact ? Ça va coûter moins cher de faire des transactions ? Ça va attirer plus de gens sur la blockchain ? Non, l'impact était vraiment de pouvoir s'émanciper des mineurs. Alors, Vitalik l'a dit le matin de la merge, justement, il a dit une phrase qui était assez étrange parce que pour moi ça sonnait un peu comme un aveu que justement il y avait un compromis qui était fait sur la sécurité, où il disait le problème avec la preuve de travail, c'est qu'on est limité par les lois de la physique, parce qu'il faut trouver de l'énergie pour faire tourner les mineurs, etc., etc. L'avantage avec la preuve d'enjeu, c'est qu'on s'émancipe de ça, on crée un monde virtuel et on met les règles qu'on veut. Et ça crée, pour ceux qui défendent Bitcoin, justement, cette émancipation des règles, des lois physiques, ça crée une incitation à justement faire des règles pour faire n'importe quoi, pour créer autant de jetons qu'on veut, etc., etc. Je ne pense pas que ça arrivera, mais on a ouvert la porte. D'accord. Donc c'est pour l'utilisateur final, The Merge ne change rien. C'est-à-dire qu'on a les mêmes outils, les mêmes transactions, pas de réduction de frais, pas de réduction de délai, rien du tout. Mais par contre, la suite de la feuille de route d'Ethereum, effectivement, inclut notamment de la réduction de frais et de délais de transaction, mais ça passe par d'autres innovations que The Merge, qui était la brique fondatrice sur laquelle on va construire le reste, effectivement. Bon, alors, on commente rarement les cours des différentes crypto-monnaies dans cette émission et on ne va pas commencer aujourd'hui. On peut juste constater que l'Ethereum recule depuis The Merge et on peut se poser la question de la place d'Ethereum face à Bitcoin, qui est la crypto-monnaie de référence. Est-ce que le fait, alors que Bitcoin est attaqué sur ces sujets de consommation énergétique, est-ce que le fait de passer sur un système de proof of stake repositionne Ethereum d'une meilleure façon vis-à-vis d'un certain nombre d'investisseurs ou de technologies ? Oui, alors c'est une très bonne question. Il y a deux questions dans la question. La première, c'est celle de la consommation énergétique de Bitcoin. Je ne vais pas y revenir, on a déjà débattu plusieurs fois. Mais pour moi, c'est un sujet qui mériterait évidemment plus que juste ça consomme, c'est pas bien. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, ne serait-ce que pour la forme, j'allais dire... supposons que ce soit un problème ou pas, c'est perçu comme un problème, en tout cas. Et donc, effectivement, Ethereum est en train de prendre un deuxième créneau. Moi, je l'ai un peu toujours conçu comme ça, mais au moins maintenant, c'est de plus en plus clair, donc tant mieux. Dans les cryptos, il n'y a pas 36 créneaux en réalité. Il y a un créneau qui est pris par Bitcoin. Aujourd'hui, Bitcoin a déjà gagné. C'est le créneau de l'inertie. Ça ne bouge pas, ça ne fait rien, mais au moins, c'est sécurisé. Et précisément, la promesse, c'est que ça ne bouge pas. Donc, on a la garantie que ça rassure. Et donc ça, Bitcoin fait du stockage, de la réserve de valeur, du transfert. Point à la ligne, ça fait rien d'autre. D'accord. Mais du coup, c'est très frustrant si on veut construire des cas d'usage plus complexes, du prêt, de l'emprunt, de la finance centralisée, etc. Et donc ça, on avait un deuxième créneau sur lequel Ethereum était dominant, mais où il y avait foultitude de concurrents, Tezos, Avalanche, Solana, on pourrait en citer plein, mais qui en règle générale mettaient en avant le fait que eux, ils étaient moins énergivores. Et c'était un peu, j'allais dire, si je caricature un peu, parce qu'en réalité c'est un peu caricatural, mais c'était un peu leur seul argument pour dire nous sommes mieux qu'Ethereum. Parce que Ethereum concentre... C'est-à-dire que techniquement ça marchait aussi bien, voire Ethereum marchait mieux, mais il y avait ce sujet... Il y avait des blockchains qui s'arrêtaient le dimanche, le week-end, enfin c'est un autre sujet, mais ce que je veux dire c'est que Ethereum concentre le capital, les applications, les développeurs, les fonds d'investissement, tout en fait,
et en grosse proportion. Sur le capital, on est à plus de 50%, plus de 60% de toutes ces autres blockchains. Mais il y avait cet aspect énergivore qui faisait que pour les institutionnels, pour les entreprises qui s'exposaient à une critique publique, eh bien, ça les freinait. Ils se disaient, bon, je vais peut-être privilégier une autre solution, Tezos, Avalanche, Solana, etc. Donc là, maintenant qu'on n'a plus ce frein-là, ne serait-ce que psychologique, encore une fois, le débat n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'est perçu comme ça. Ça fait que le créneau des concurrents s'est largement amoindri et ils vont devoir trouver autre chose. Ils vont devoir trouver une nouvelle prouesse technique, un argument compétitif supplémentaire qu'aujourd'hui ils n'ont pas. Alors ça, c'est effectivement de concurrence d'une blockchain à une autre. Si on regarde un peu ce qu'est l'activité d'ailleurs de KPMG France sur le sujet, c'est accompagner des entreprises traditionnelles qui vont justement sur le monde des cryptos. J'ai regardé un petit peu les entreprises avec lesquelles vous travaillez, c'est des entreprises qui sont très traditionnelles parfois, effectivement. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans leur appréciation des crypto-monnaies ou de la technologie, blockchain? Alors déjà, le premier angle très très simple, c'est tous ceux qui y vont sur la gestion d'actifs. Alors eux, effectivement, il y avait un sujet consommation où ils ne pouvaient pas rentrer dedans parce qu'on allait tout de suite les tacler sur vous consommez, vous détruisez la planète. Là, ça leur enlève cette épine du pied. Donc pour la gestion d'actifs, ça a libéré effectivement un certain nombre d'envies du côté des institutionnels, des gestionnaires de portefeuille, etc. et aussi du côté des trésoreries d'entreprise. Mais pour le déploiement de cas d'usage, on a vu, je pense par le passé, et même d'ailleurs parfois certains ont été pris à leur propre jeu parce que certains avaient par exemple lancé des NFT, certaines entreprises, avaient choisi pour ce faire une blockchain avec beaucoup de guillemets moins énergivore, mais comme il y avait eu un lobbying tellement fort de la part des concurrents d'Ethereum pour dire la blockchain Ethereum pollue, en fait par effet de halo, le public a compris la blockchain ça pollue. Et donc même ces entreprises qui avaient fait le choix de blockchain moins énergivore se sont retrouvées avec un bad buzz qui disait vous polluez la planète avec vos NFT. Ça, on est en train de s'en émanciper parce que maintenant on passe sur, alors je veux dire malheureusement, mais le discours devient Bitcoin pollue. Encore une fois, c'est un autre débat, mais sur toutes les autres blockchains, maintenant, on commence à sortir de ce débat-là. On a Greenpeace qui nous dit il faut passer au proof of stake, etc. Donc, même si, je ne suis pas en accord complet avec tout ce qu'ils font, au moins la médiatisation, change, et c'est ce qui fait que nous, ce qu'on constate chez les entreprises, on parle surtout aux directions financières, évidemment, aux directions métiers quand il s'agit de lancer un NFT, de créer de l'engagement, etc. Mais du côté des directions financières, ça a libéré des énergies, on va dire ça comme ça. Et dernier élément, c'est que du côté bancaire, en fait, c'est un peu le dernier maillon, c'est-à-dire que comme la demande monte parce qu'il y a plein de directions financières, plein de retailers, plein de particuliers maintenant s'intéressent au sujet et n'ont plus ce blocage, la demande est très forte chez les banques. Donc maintenant, il y a une pression commerciale interne qui font que, on l'a vu cet été, il y a une annonce toutes les 3 semaines maintenant qui font que même les banques françaises ne peuvent plus attendre et elles sont en train de travailler sur des sujets. Une question rapide, je sais que vous n'avez pas la réponse, mais je la pose quand même. Est-ce que maintenant, une banque française qui irait sur la blockchain Ethereum serait taxée par la SEC? C'est ce qu'on a on a vu effectivement la SEC se positionner sur les transactions blockchain du fait qu'il y a une majorité de transactions qui, selon elle, s'effectueraient sur le territoire américain. Alors déjà, pour la big picture, on va dire, la vision macro, c'est pas nouveau que les États-Unis, ils l'ont fait sur tout ce qui est cloud, ils l'ont fait sur plein d'autres technologies. Globalement, ils sont très boulimiques. Ils veulent que tout soit régulé sous leur loi. Bien sûr. Je rappelle qu'une des raisons d'existence du Bitcoin, c'est aussi de pouvoir s'émanciper de l'extraterritorialité américaine, puisque dès que vous utilisez du dollar, vous êtes soumis à la loi américaine. Donc cette logique-là, c'est pas nouveau. Ils essaient de la mettre partout. Là, l'argumentaire qu'ils ont pris pour le contexte, c'est qu'il y a un influenceur qui avait fait une ICO il y a quelques années, et pour le poursuivre, parce qu'il semblerait que l'ICO n'a pas très bien marché, comme beaucoup d'ICO, ils ont utilisé l'argumentaire de dire vous êtes sous notre juridiction. Pourquoi? Parce que les gens qui ont investi chez vous sont passés par la blockchain Ethereum. Or, 40 et quelques % des nœuds Ethereum sont chez nous. Bien sûr. L'argumentaire, moi, je le trouve extrêmement bancal. Numéro 1, quand l'ICO a eu lieu, on n'était pas encore en proof of stake. Et on finira là-dessus, parce qu'on dépasse un peu. Exactement. Et numéro 2, ça n'a aucun sens. C'est pas parce que les nœuds d'un réseau, c'est pas parce que les routeurs Internet sont aux États-Unis qu'Internet est américain. Donc c'est une tentative un peu bizarre de la SEC, mais ça montre les velléités de vouloir réguler ce monde-là et d'en faire une juridiction américaine. Merci beaucoup Alexandre Stashchenko d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.